14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Ce serait chouette de ne plus avoir à aborder ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ça voudrait dire que les enfants sont enfin respectés dans leur intégrité. Malheureusement, je sais bien que c'est un rêve parce que ce temps-là est encore bien loin. Néanmoins, c'est ensemble qu'on va faire, comme toujours, avancer les choses. Et bien sûr, grâce à mon invité Bruno Clavier, qui est avec nous et qui a déjà beaucoup écrit sur ce sujet, sur le sujet des abus sexuels durant l'enfance. Alors, on sait maintenant à quel point cela détruit non seulement la sexualité, mais aussi la santé et évidemment le psychisme, puisque cela conduit à des suicides, des addictions et même des problèmes de santé mentale. J'oserais dire que réduire ces abus et la maltraitance durant l'enfance, eh bien, ce serait un moyen extraordinaire de réduire les frais médicaux et la sécurité sociale en serait ravie. Bref, si vous vous sentez concerné sur le sujet, je vous remercie de venir témoigner parce que c'est avec vous que nous pouvons lever ce tabou, parce que dans la plupart des familles, justement, ça reste encore un tabou très cloisonné. Vous nous appelez au 0826 300 300. Merci Bruno Clavier, comme chaque mois, de venir évoquer ce sujet. Merci de l'invitation à chaque fois. Oui. Je vous en prie, mais ce qui est terrible, vous savez, c'est que c'est un des sujets qui nous procure le plus d'appels spontanés. Ce qui montre, ça m'étonne pas. Non, mais ça montre bien l'étendue des victimes. Puis il y a des chiffres, au moins il y a des chiffres un peu officiels, mais on n'arrive pas trop à savoir parce que comme tout le monde ne témoigne pas et tout ça, on n'a pas de chiffres très précis, mais il y a beaucoup de monde. Les chiffres au plus bas, c'est une personne sur 10, mais une personne sur 10, ça fait quand même 6,7 millions de personnes concernées en France, donc c'est déjà beaucoup, mais c'est le chiffre le plus bas. À mon avis, il est beaucoup plus haut que ça. Il me semble, Alors, on parle toujours des femmes, il y a aussi des hommes, moins nombreux, certes, mais aussi, mais il y en a aussi, et peut-être que pour un homme, c'est encore plus compliqué. Qu'est-ce que vous diriez à ça ? Oui, parce que les hommes ont plus de mal encore. Les femmes comprennent plus à un moment donné qu'il faut faire quelque chose pour elles, par exemple, des choses comme ça. Et les hommes abusés, j'en fais partie. Donc je connais. On a une tendance à prendre sur nous, puis à se dire c'est rien, et ainsi de suite. Et puis avoir honte. Puis il y a la honte, puis il y a le fait d'avoir été quelque part, entre guillemets, féminisé, c'est-à-dire on est pris de force et tout, et du coup on n'est plus un gars, on n'est plus un mec, et puis tout ça, ça fait qu'on se tait, quoi, voilà. Oui, et c'est vrai que vous avez raison, les femmes sont... Alors ça change un tout petit peu, mais les femmes vont plus naturellement aller consulter un thérapeute ou s'occuper de leur corps que les hommes, bien sûr. C'est ça, elles pensent, alors que chez les hommes, il y a l'idée... pas tout le monde évidemment, mais il y a une petite idée qui traîne, qui serait que je suis faible si je vais voir un thérapeute, je suis pas un homme, je suis pas... Puis l'homme souvent réagit par rapport à sa souffrance, parfois même, sans doute qu'il y a peut-être plus d'hommes qui se suicident ou qui ont des comportements à risque. Oui, c'est ça, c'est-à-dire ils vont être plus tournés sur l'extérieur, et puis les femmes, mais c'est aussi culturel, puisque elles sont moins dirigées sur l'extérieur au niveau culturel, je parle pas au niveau intrinsèque. Alors du coup, elles vont faire beaucoup plus de maladies psychiques, par exemple, peut-être qui vont se voir et qu'elles vont comprendre et elles vont consulter. Voilà. Les hommes, par exemple, vont faire des conduites à risque sans consulter. Oui. D'ailleurs, je le disais, c'est fou le nombre de problèmes médicaux, que ce soit de santé physique ou santé psychique d'ailleurs, des personnes qui ont été abusées dans l'enfance. C'est fou d'ailleurs. C'est assez fou, et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'études plus sérieuses au niveau médical sur toutes ces affections où... notamment toutes ces maladies auto-immunes, par exemple. Voilà, les maladies auto-immunes, vous avez par exemple une maladie très très courante, c'est la fibromyalgie, et ça s'explique très bien. Moi je suis pas médecin, mais je comprends très très bien quand vous avez le corps d'un enfant c'est comme s'il prend 100 000 volts, et puis comme il continue à vivre, ça se voit pas, puis à un moment donné, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va craquer, quelque chose qui va... C'est-à-dire, c'est pour ça que ça peut atteindre les fibres nerveuses, jusque-là, puis des tas d'autres maladies qui ont été... Il y a eu Alain Garin qui intervenait avec vous auparavant, qui était endocrinologue et qui, elle, notait les histoires de thyroïde, de choses comme ça.
C'est-à-dire, les conséquences sont incroyables et ça serait bien que la médecine se penche là-dessus. Et ce qui se comprend très bien, puisqu'on sait que les bonnes relations humaines améliorent le système immunitaire, donc les mauvaises relations humaines forcément détruisent le système immunitaire qui ne protège plus le corps de toutes les agressions extérieures. C'est ça, c'est des réactions du corps et qui sont tout à fait explicables, c'est pas du tout ésotérique. Enfin, vous attaquez un corps, le corps réagit, sauf qu'il réagit pas immédiatement, c'est ça. Oui, il va pas faire quelque chose d'immédiat. Mais c'est vrai d'ailleurs, le corps c'est de la matière et c'est toujours plus lent que l'esprit qui est plus aérien, si je puis dire. C'est comme si on comparait le souffle et la terre, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Mais ce qui se passe surtout, c'est pour ça que moi dans les thérapies, quand je mène ou tous les psys que je forme dans ce domaine-là, j'essaie de leur faire comprendre ce qui n'est pas pensé. Enfin, ça paraît peut-être trivial ce que je dis, mais ce qui n'est pas pensé, c'est le corps qui va le dire. Donc c'est pour ça que si on ne peut pas parler de ce qui nous est arrivé, c'est le corps qui va en parler un jour. Et on ne saura pas forcément pourquoi il le fait. Et le corps va faire des symptômes pour dire ce qu'on n'a pas pu dire et pas pu penser. Donc c'est pour ça que un travail thérapeutique est toujours recommandé. Et nous, même si c'est long. Et dans l'émission, on voit bien à chaque fois, il y a même des personnes, on a envie de leur dire, je crois qu'il est temps d'aller travailler, parce que vous tournez en rond là-dessus, puis vous pouvez vous faire de gros symptômes. Alors vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, Bruno Clavier, notamment Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles, c'était aux éditions Payot. C'est un livre qui, je crois, a été pas très bien accueilli, comme si ça remettait en cause. De taper dans la fourmilière là un truc, j'y pensais même pas. Enfin, moi, j'ai jamais attaqué les psys. J'ai attaqué, oui, quelque part, les théories psy. Et notamment la théorie freudienne que je connais bien, et je continue à me dire psychanalyste. Il y a des choses de Freud que je garde. Mais la théorie du fantasme est quelque chose que je combats maintenant, parce que ça a amené à ce qu'on n'entende pas toutes ces personnes abusées, et puis qu'elles étaient violées sans s'en souvenir, par exemple, puis on leur disait vos histoires c'est des fantasmes, vous avez voulu coucher avec papa. Et alors qu'on disait ça à des femmes qui avaient été violées par papa. Donc c'est assez énorme. Donc il y a un petit scandale là, donc j'ai un peu parlé d'un scandale, mais je sens que ça pique, que c'est pas prêt, donc... Et c'est pas grave, moi j'ai écrit mon livre et puis ceux que ça intéresse vont lire et puis on verra bien plus tard, est-ce que j'ai raison ou pas, est-ce que la psy a vraiment tenu compte des violences sexuelles depuis un siècle, hein, même. C'est pas quelques années, c'est depuis un siècle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il faut comprendre que, et ça c'est quand même une des chose positive de notre époque, même s'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer, c'est qu'il y a une reconnaissance maintenant, à la fois des abus sexuels sur les enfants, mais également du viol sur les femmes. De tout ça, il y a 60 ans, une femme qui se faisait violer, c'est tout juste si elle n'avait pas été habillée trop provocante. Enfin, il y avait quand même encore cette idée-là. Je parle d'il y a 60 ans, je parle pas d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc on voit quand même qu'il y a une ouverture. Il y a une évolution. On comprend à quel point un corps qui a été abusé sexuellement, c'est un corps meurtri. Ça c'est quelque chose qu'on a obtenu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a obtenu de façon généralisée. Il y a des choses qui étaient possibles avant, qui sont plus possibles. Ce qui manque pour moi, c'est une réflexion profonde notamment sur l'inceste et sur le fait que toutes les affaires qu'on voit là où il y a des déballages de gens qu'on accuse et tout ça, ça résout pas la question. C'est-à-dire dire qu'il y a des gens qui sont des mauvaises personnes, des violeurs. Ok, mais d'où ça vient, d'où ça sort, qu'il y ait une réflexion collective là-dessus et surtout dans les familles. Parce que l'inceste, c'est familial et c'est des généalogies d'inceste. Oui, et des personnes de la famille qui ferment les yeux. Tout ça. C'est magnifiquement bien montré dans le film Festen que vous avez forcément vu. Oui, Festen qui date en plus, qui est un film prémonitoire de tout. Très en avance sur son temps. Très en avance, ouais. On voit bien ça. Oui, qui est un film formidable. Bon, on va en parler ensemble, Bruno Clavier. Et c'est vrai que ce serait, je sais que ça n'arrivera pas, mais ce serait formidable d'avoir quelqu'un qui a justement abusé de sa fille ou de sa belle-fille et qui vienne témoigner et qui vienne nous raconter ce qu'il a pu se passer dans sa tête. Mais ça n'arrive pas parce que c'est plus compliqué. Alors il y a des psys, j'en connais, notamment une psy à qui j'ai écrit le livre là, qui s'appelle Inès Gauthier, qui travaille avec les agresseurs.
Il faut des gens qui travaillent avec ces personnes-là, parce que le problème, il va falloir le voir par tous les angles. Bien sûr. Et pas simplement de l'angle de la victime, mais de faire de la prévention. Et puis il y a tout un réseau de prévention. Je pense même qu'il faudrait dire à tout homme qui tout d'un coup a eu une sorte de pensée pulsionnelle auprès de sa fille ou de sa cousine ou je ne sais quelle ou son fils d'ailleurs, qu'il faut qu'il aille témoigner. Oui. Et puis il faut qu'il aille guérissent consulter. très bien. Enfin, je veux dire, c'est parce que le passage à l'acte, il peut arriver de manière très bizarre. Il suffit d'un peu trop d'alcool. À ce moment-là, par exemple, quelque chose comme ça, alors que ce sont des gens qui, s'ils travaillaient en thérapie là-dessus, ils ne feraient pas ça. Exactement, il n'y aurait pas le passage à l'acte. C'est une catégorie qu'on connaît, puis après vous avez une catégorie qui alors finalement... Alors les pervers, c'est ça, il n'y a rien à faire, et ils aiment ça, ça. Les castrés peut-être. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ceux-là, ça va être compliqué. Mais il y a une frange de personnes, c'est ça qui pourrait basculer. Et ça, c'est important de temps en temps d'oser le dire quand même. Oui. Même si, évidemment, il faut les aider. Parce que tant que ça reste dans l'idée ou dans le fantasme, il n'y a pas de passage à l'acte, donc ce n'est pas punissable. Mais ça mérite d'être cadré très fortement. Puis ça, c'est la solution. S'il n'y a plus d'agresseurs, il n'y a plus d'agressés. Et voilà. Bon, en tout cas, avec Bruno Clavier, on ose en parler, et grâce à vous aussi, et grâce à vos témoignages, je vous invite à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les abus sexuels durant l'enfance avec Bruno Clavier, qui est avec nous, psychanalyste, psychologue, clinicien. Et on va démarrer avec vous, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Bruno. Bonjour, Brigitte. Oui, alors je voulais rebondir tout de suite sur le fait que j'ai confronté, moi, mon frère aîné, donc il m'a violée pendant 5 ans, et je lui ai demandé comment il est passé à l'acte, quoi. Il m'a expliqué qu'effectivement il avait des pulsions et que par facilité, voilà quoi. C'est moi qui passais. Mm-hmm. Et quel âge il avait quand il a commencé? Il avait 18 ans, lui. Oui. Lui avait 18 ans, moi j'avais 13 ans. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que dans votre famille, quand un homme a une pulsion, c'est normal qu'il saute sur la première femelle qui est à sa portée. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a une sorte de... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans certaines familles. Oui, non, mais chez moi, ça a été ça, parce que mon grand-père maternel, j'ai été abusée à 3 ans, hein. Ça a commencé, j'avais 3 ans, et mon grand-père, jusqu'à l'âge de 15 ans, alors... J'ai instinctivement compris. À 3 ans, je me le suis pas expliqué, bien évidemment. Mais je me suis protégée, quoi. Chaque fois que mon grand-père était là, je fuyais, quoi. J'étais dans la peur permanente. C'est l'angoisse même. Oui, et c'est en plus c'est le grand-père maternel. Alors si ça se trouve, il a aussi abusé de sa mère. Il a abusé. Alors j'ai fait parler ma maman par le regard, ce qu'a fait mon père avec moi. Voilà. Et en faisant parler ma mère, en décortiquant tout ça, ma mère me dit, oui, je me souviens que j'étais hyper gênée. Ma mère, sa maman l'a lavé, il n'y avait pas de douche à l'époque, donc dans la cuisine, dans une grande bassine, et mon grand-père se mettait à la table, au bout de la table, et regardait ma grand-mère laver ma mère, quoi. Et ma maman était hyper gênée, elle m'a raconté, oui. Elle m'a dit, oui, effectivement. Quoi. Mais il a probablement fait plus, vu que vous dites qu'il vous a abusé. Le problème, c'est que soit elle ne peut pas le dire, soit elle est amnésique, soit... Ouais, alors ma maman, elle a tendance à être amnésique, c'est sûr, tout ce qui l'arrange pas, elle oublie. Bah oui. Parce qu'elle avait trouvé mon frère une fois où elle est rentrée dans la chambre, elle a trouvé mon frère, voilà. Donc, avec vous? Oui. Ouais. Elle n'a jamais rien dit ni rien fait. Oui, donc là, il est évident mais que... des années après, elle m'a dit, mais je ne m'en souviens pas. Bah oui, c'est ça. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que je me demande si votre grand-père, vous voyez, votre frère aussi, parce que souvent, quand c'est comme ça, on oublie que le grand-père, il attaque tout le monde, et puis après, le grand frère répète ce qu'il a déjà vécu avec son grand-père, par exemple. Est-ce que vous savez là-dessus, je pense que vous le savez peut-être pas, mais c'est aussi des hypothèses qu'on peut faire, parce que quand c'est comme ça, et qu'à regarder les faits divers, quand vous avez quelqu'un qui attaque les enfants, il attaque tout le monde, quoi.
Alors, on avait autour de nous, on avait un voisin pédophile que ma mère laissait rentrer. Moi, je pouvais pas le sentir, ce monsieur, parce que de petite, j'avais quand même des fortes intuitions, enfin des choses. Je pouvais pas m'approcher de certaines personnes. Et ma maman le laissait rentrer et laissait mes frères aller. Et mon frère m'a avoué que cet homme-là, oui, les a tripotés, voilà déjà. leur a demandé de ci, de là, de cas de mai, quoi. Bah oui, c'est ça. Tous mes frères sont passés à la casserole. Alors, et puis mon père n'était pas quelqu'un de, mon père n'était pas quelqu'un de bienveillant dans tous les cas, très malsain, quoi, mon papa. Ma maman, en faisant parler ma mère, on est quand même 10 enfants, elle n'en a pas désiré aucun, elle a subi que le viol conjugal, c'était dans la violence, hein, les rapports. Ouais. Elle te dit que quand il avait envie, mon père, ben voilà, quoi. Hein. C'est ça, ça se discutait pas, quoi. À l'époque. Ça se discutait pas, ouais. Tout à fait. Ouais, mais votre témoignage, merci Nathalie, parce qu'il est très éclairant par rapport à justement l'introduction qu'on faisait avec Bruno Clavier, parce que ça montre que on va peut-être aussi avancer grâce notamment à MeToo, grâce au fait qu'il faut à un moment quand même qu'on comprenne que la pulsion sexuelle, certes, mais elle ne justifie en rien un acte sexuel, et c'est quand même les femmes et les enfants qui à chaque fois trinquent, hein. Parce que mon frère, en le faisant parler, il m'a dit ce jour-là, quand je l'ai confronté, j'ai dit, mais tu as 2 filles, Jean-Luc. Parce que par intuition, je savais, mais mes nièces, elles ont eu que des problèmes gynécologiques à l'ado, hein, à l'adolescence. Ouais. Donc, ce que j'ai eu, moi aussi, hein, donc évidemment, le corps, comme vous disiez, très bien, il parle, quoi. Et mon grand-père, qui voulait toujours m'embrasser sur la bouche, j'ai développé de l'impétigo toute mon enfance, autour de la bouche. Des actes plein la bouche, de la et donc, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ses filles, justement? Eh bien, qu'il faisait très attention au regard qu'il portait sur ses filles. Mais j'ai dit, mais t'entends ce que tu dis? Il me dit, je me demande si je suis pas malade. Tu te demandes? Bah, j'ai dit, moi je te dis que tu es malade. Donc je lui ai donné 2 cartes de visite de thérapeute. Mais il n'a jamais consulté. J'ai su après par ma maman que sa femme avait appris. Voilà, il a nié bien évidemment, il a dit que j'avais raconté ça un soir où j'étais bourrée en boîte de nuit, que j'ai raconté n'importe quoi. C'est ça, et c'est vous qui du coup devenez la méchante. Vous savez, votre témoignage est important parce que ce que je disais au début de l'émission, c'est des familles d'inceste. Vous comprenez, là, vous voyez, il y en a dans tous les sens, de tous les côtés. Peut-être même que quelqu'un d'autre peut abuser des filles de votre frère. Ma sœur qui a 3 ans de moins que moi a été abusée par le 4e de mes frères. Oui, c'est ça, c'est terrible. C'est qu'une fois que la loi Brigitte parlait de ça, on fait pas ça. C'est-à-dire que c'est des familles où on n'apprend pas la loi, tout est hors la loi. Ouais. Et les pulsions, elles font ce qu'elles veulent quand on veut. Et du coup, il n'y a pas de limite, vous comprenez? Si dans votre famille, on a l'impression qu'il y a une limite nulle part. Tout le monde peut tout faire, et puis les victimes sont les plus faibles, quoi. Mais tout le monde est victime quelque part. Mais évidemment, ça va tomber sur tous les plus faibles. Les plus petits. Vous voyez, comment dire, il y a une étude qui a montré que dans les cas d'inceste, il y a énormément d'inceste par les grands frères, par exemple. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu et qui a des effets, vous imaginez. En plus, il était majeur. Vous avez pensé aussi 18 ans. Non. Dénoncer. J'ai mis des années. J'ai tellement était en plus le souffle-douleur de ma mère, la bonne de ma mère, la fille aînée, hein. Donc évidemment là, il a fallu que ma mère m'a parentalisée très jeune, c'est-à-dire à 7 ans, et tout ce qui a se passé dans la famille, c'était toujours ma faute. Oui, c'est ça, vous étiez le bouc émissaire de la famille en plus. Mais en tout cas Nathalie, vous avez une voix qui est positive, donc bravo, parce que avec ce que vous nous racontez, je pense que vous avez fait un bon chemin. Oui. Ça se voit, oui. Enfin, ça s'entend. Ça se voit pas, mais ça s'entend comme dit Brigitte. Ça s'entend. Ça se voit tellement ça s'entend. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai bien avancé. Oh là là, oui. Ouais. Ben bravo, ça fait du bien. Et merci de ce témoignage qui démarre vraiment sous un angle intéressant, parce que ça montre bien que quand il y a quelqu'un dans la famille, eh bien il faut soulever le tapis. Hein. Oui. C'est toujours systémique, c'est un système. C'est pas tout seul. Je dis toujours, il n'y a pas d'inceste tout seul, quoi. Il n'y a pas un inceste.
Merci Nathalie. On se quitte un court instant. On se retrouve pour le Love Conseil. On va parler du lâcher prise. Et je rappelle également que vous pouvez nous envoyer des réactions par SMS et vous composez Brigitte 7 20 18. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors on va parler du lâcher prise. C'est un sujet qu'on entend beaucoup maintenant, Bruno Clavier. Oui. Et c'est vrai que c'est important pour vivre une sexualité harmonieuse. Mais comment faire ? Alors je crois que c'est d'abord un style de vie plutôt que quelque chose qu'il faut faire au moment précis de sa sexualité. Je pense que lâcher prise, c'est quelque chose qui est un petit peu dans un style de vie en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il ne peut pas y avoir d'injonction, sinon ça peut pas marcher, puisqu'on peut pas commander à quelqu'un de pas faire quelque chose. Voilà, c'est ça. De lâcher. C'est compliqué lâcher prise. Bon, alors en fait, déjà on pourrait mettre d'un côté les gens qui sont plutôt zen et de l'autre côté ceux qui sont plutôt stressés. Ça va déjà donner une température à votre capacité à être dans le lâcher-prise. Si vous êtes plutôt du côté des gens stressés, ça va être plus compliqué pour vous que si vous êtes du côté zen. Un autre indice, est-ce que vous acceptez de perdre le contrôle ? Ça, c'est assez compliqué. Je vous proposerai d'ailleurs un petit test après. Est-ce que vous faites confiance à la vie ? Est-ce que vous vous laissez aller assez facilement à la rêverie ? Tout ça, c'est des indices qui laissent à penser que vous avez plutôt une capacité à lâcher prise. Et donc déjà, de toute façon, avant un rapport sexuel, si vous prenez un peu le temps de vous détendre, ça va aider à être un peu plus lâcher prise que contrôle avant un rapport. Et puis la respiration, évidemment, a beaucoup d'effets sur le lâcher-prise. Et quand on respire en imaginant qu'on évacue son stress, en effet, le stress peut partir un tout petit peu. Et puis, il faut aussi observer son corps. Il y a des tensions dans le corps et c'est ça qui montre aussi qu'on n'est pas dans le lâcher-prise. Et juste le petit test qui peut permettre de voir si vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle, c'est un test, vous avez deux personnes derrière vous qui se tiennent par les mains, de manière à ce que vous soyez, au moment où on vous demande d'aller vers l'arrière, vous serez de toute façon retenu par ces deux personnes qui sont derrière vous. Et les personnes qui sont dans le contrôle, elles y arrivent pratiquement pas à se laisser aller vers l'arrière, tellement il faut rester dans le contrôle et ne pas risquer de tomber, c'est ça. Mais c'est un test très intéressant. Oui, c'est un test, puis il y en a qui ne passent pas le test. Moi, je sais pas, je l'ai fait il y a longtemps, c'est compliqué pour moi. C'est vrai. Mais c'est quand on a été un peu traumatisé dans la vie, on ne fait plus trop confiance à personne. Ouais, et quand on fait pas confiance, on reste dans le contrôle et donc on a du mal à être dans le lâcher prise. Et puis on loupe plein de choses. Voilà. On va rater beaucoup de choses si on n'est pas dans le lâcher prise. Mais bon, ça s'apprend quand même. Je suppose que vous y avez travaillé, que ça va quand même. Beaucoup mieux. Oui, quand même. Il y a un truc du lâcher prise, c'est que j'ai encore un autre truc encore mieux, c'est même pas attraper. Comme ça, vous n'avez pas à lâcher. Mais ça, c'est à réfléchir. Même pas attraper. Parce que si vous lâchez prise, ça veut dire que vous tenez quelque chose. Oui. Mais si vous tenez rien, vous aurez le lâcher prise sera déjà là. Oui. Mais c'est à méditer. À méditer, oui, ça devient compliqué là. Céline, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Donc c'est votre beau-père qui a abusé de vous, Céline, c'est ça? Oui, c'est ça, mon beau-père a abusé de moi de mes 11 ans jusqu'à 15-16 ans à peu près, tous les week-ends, chaque fois qu'il rentrait. Il y a un écho peut-être. Vous avez un haut-parleur peut-être, Céline, non? Ça y est, c'est mieux de l'enlever. Super, merci beaucoup. Merci. Donc votre beau-père, c'est-à-dire donc le compagnon de votre mère, oui. Donc il venait le week-end voir votre mère, c'est ça? Non, c'est qu'en fait ils vivaient ensemble, mais il faisait les déplacements, donc en fait il était que là le week-end. D'accord. Et comment votre mère ne s'est rendue compte de rien? Ma mère, non. Non, s'est rendu compte de rien. Quand j'ai eu 12 ans, je mettais des ceintures serrées. Ma sœur m'a demandé pourquoi je faisais ça. Je croyais que j'étais enceinte. Et donc, je mettais des ceintures serrées pour pas être enceinte, justement, je vais le perdre. Donc, ma sœur m'a demandé, donc j'ai dit, je crois que je suis enceinte de Daniel. Et en fait, elle a couru vers ma mère.
en lui criant « Ouais, Christine raconte des conneries, elle dit qu'elle est enceinte de Daniel. » Donc, en fait, c'est que je suis comme ça. Alors, après, ma mère m'a fait vivre un enfer. Elle m'a d'abord emmenée chez un gynéco qui, lui, m'a dit qu'apparemment, enfin, c'est ce qu'il a dit, j'ai pas entendu, elle aurait dit à ma mère que j'aurais pu m'y faire toute seule. Donc, ça a été ça, c'est quand même fou que le gynéco ait pu... oui, parce qu'en fait, je pense que j'étais pas à son premier coup d'essai. Parce que après, ma mère continuait à m'envoyer avec mon beau-père dans les prés, etc. Donc, elle continuait à me faire partir avec. Et en fait, oui, il m'a pénétré à fond. Ça m'a fait atrocement mal après, quoi. Ça n'a pas été... oui, je comprends. Il n'y avait pas eu de pénétration à fond, quoi. Oui, il devait vous tripoter avec ses doigts ou je ne sais quoi. Non, avec son sexe, mais il n'était pas au fond. Quoi. Il n'allait pas au fond. Oui, il n'avait pas déchiré l'hymen. Voilà. C'est horrible ce que vous racontez parce que là, votre mère, elle est complice. Oui. Alors, j'ai beaucoup de mal à entendre ça. J'ai toujours du mal. Ben oui. Je peux comprendre. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Enfin, là, comment vous le décrivez, c'est vraiment ça, puisqu'elle vous a envoyé, quoi. Presque, vous avez dit ce mot-là. Oui. En fait, personne ne m'a cru. J'ai été la méchante, j'ai été la menteuse. Bon, ma mère est décédée en 2018 maintenant. Sur son lit de mort, elle m'a demandé pardon. Mais voilà, je fais confiance en personne. Parce que bon, il y a eu d'autres traumatismes que ça. Je fais confiance en personne. Mes compagnons, non mais Céline, on parlait de faire confiance à l'instant avec le Love Conseil, mais là, non seulement vous avez un homme qui abuse de vous et qui normalement est quand même votre beau-père, enfin, et vous avez une mère qui, au lieu de vous défendre, est plus ou moins complice. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un sans être, enfin, je veux dire, vous avez été trahi des deux côtés. Oui, de tous les côtés. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à vous faire confiance et à sentir ce qui est bien pour vous et ce qui vous fait du bien. Oui, alors moi j'ai une autre symptomatique. Bon, alors vous voyez, il y a eu un schéma familial qui se reproduit. Ma fille m'a dit il y a peut-être, on va dire 4 ans, qu'en fait, elle s'est fait toucher par son grand frère. Oui. Donc, quand même, pour dire qu'en fait, je pense que c'est quand même un schéma qui est dans... c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne. C'est ça. C'est ça, c'est une chaîne transgénérationnelle, malheureusement. Oui. Et, bon, moi, je travaille sur moi. Je travaille aussi, enfin, je me fais suivre psychologiquement. Mais en fait, je vais faire une constellation familiale pour couper cette chaîne. Ben oui, surtout que là, votre fille et votre fils, il est important de poser la loi, justement. Voilà. Moi, elle ne veut pas que... Elle n'a rien voulu faire. Elle ne veut pas que ça se sache. Elle me l'a seulement dit à moi. Elle ne veut pas d'histoire, donc voilà. Mais disons que c'est quand même très dur pour moi de revivre ça. Bien sûr. Et vous parliez de chaîne, et vous voyez, moi, souvent, je propose ça, moi, dans les fins de compréhension dans les familles, c'est que votre mère, quand vous dites elle m'envoie, non seulement elle ne veut pas l'entendre, elle ne veut pas le voir, et en plus elle vous remet dans les bras de lui, c'est souvent qu'elle-même a déjà subi quelque chose dans son enfance. Elle vous l'a dit ou pas ? Je sais qu'elle a subi beaucoup de traumatismes. Elle est revenue. Enfin oui, elle était abandonnée à la DAS à l'époque. Et oui, elle a vécu beaucoup de traumatismes. Et elle a probablement vécu des traumatismes sexuels. Donc après, c'est comme si c'est une sorte d'hallucination. Elle fait vivre à sa fille ce qu'elle vit toujours. C'est très spécial. Vous voyez, c'est ça qu'on travaille en psy aussi. C'est comment la mère peut-elle faire revivre ces choses. C'est pas par cruauté, hein, c'est en fait parce c'est le monde qu'elle connaît. Voilà. Elle ne connaît que ça. Oui. Là, j'ai changé de type de compagnon et justement, je me suis dirigée vers un monde que je ne connais pas. Oui. Donc, je suis totalement à la découverte.
c'est pas facile, mais bon, j'ai quand même évolué. J'ai vu qu'en fait aussi j'avais cette personnalité contrôlante. Oui. Oui, ça se comprend. Ça me paraît. Oui, mais c'est pas facile à vivre pour mon compagnon. Non, bien sûr, mais il faut lui expliquer Oui. que c'est pas contre lui. Vous savez. Encore une fois, je crois qu'on peut avancer grâce aux thérapies, etc. Mais sa nature et son caractère qui s'est mis en place à cause de sa propre vie, c'est très compliqué de changer. Il faut pas se raconter d'histoire. J'ai déjà beaucoup changé. J'ai beaucoup de doutes, par contre. Mais c'est vrai que je suis un petit peu moins contrôlante parce que bon, j'ai été quand même. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Mais il faut lui expliquer d'où ça vient et il faut qu'il accepte aussi que ce soit votre personnalité qui a été à un moment donné, qui s'est mise en place à un moment donné comme ça pour justement vous sauver. Oui. C'est le résultat du traumatisme. Faut pas oublier que vous avez de l'autre côté des personnes qui ne se sont pas du tout contrôlées. Donc du coup, ça rend très contrôlante. Parce que, oui, faut le voir comme ça. C'est pas parce que vous êtes une méchante fille, mais c'est parce que des personnes ne se sont pas contrôlées et vous aviez tellement besoin de ce contrôle. Si cet homme avait été contrôlé par la loi, par votre maman, par tout le monde, les choses auraient été différentes. Et puis, il faut y voir aussi quelque chose d'intéressant, Céline. Quand on est comme ça, dans cette capacité d'être un peu quand même bien dans le contrôle, ça évite aussi de partir dans des problèmes de santé psychique qui sont bien pires. Non. Voilà. Vous allez rester dans le contrôle. Non, parce qu'en fait, c'est quand même agaçant pour un homme ou pour une femme de devoir justifier, de devoir ne pas faire ce qu'il aime faire parce que l'autre a peur, c'est l'empêcher. Vous voyez, c'est l'empêcher de vivre. N'exagérons rien, vous l'empêchez pas de vivre. Et puis il vous a peut-être choisi aussi parce que vous êtes contrôlante, allez savoir. Ah, un chien. Oui. Le chien donne son avis. Oui. Le chien, il est d'accord, il aime bien sa maîtresse un peu contrôlante. Oui, parce que les animaux, ils aiment bien avoir quand même quelqu'un qui est le chef. Merci Céline, en tout cas, merci de votre témoignage et continuez à avancer. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant et vous pouvez bien sûr vous aussi prendre la parole sur le 06. Qu'est-ce que je raconte ? 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Bruno Clavier à aborder les abus sexuels sur enfants et on a William qui veut réagir. Bonjour William. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Oui, effectivement, donc moi, ma fille a été touchée par son cousin il y a 2 ans maintenant, pendant son sommeil. Et depuis, ça va. Elle a fait beaucoup plus de clarification, elle est en échec scolaire. Des fois ça va, des fois ça va pas. On a tout essayé, un psy, EMDR, on a essayé plein de choses, mais je vois pas d'amélioration. Elle avait quel âge ? 13 ans. 13 ans, ah oui, c'est ça. Je crois qu'on a un petit problème avec William parce que on n'a pas un très bon son. On va essayer d'arranger ça. Donc là, évidemment, c'est 13 ans et 15 ans, je crois. Le cousin avait 15 ans. Ah oui, 15 ans. C'est ça, tout à fait. Oui. Vous savez exactement il a été jusqu'à la pénétrer Non, pas du tout. En fait, il a essayé, il lui caressait les parties au-dessus des vêtements et il a essayé. En fait, elle se tournait parce qu'elle pensait la première fois c'était un rêve, parce que ça s'est passé sur 2 nuits consécutives. Mais parce qu'ils étaient dans la même chambre ? Oui, parce que ma sœur a eu l'intelligence de les faire coucher dans la même chambre. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, il a essayé une fois de mettre la main à l'intérieur et du coup, elle s'est tournée et il a arrêté. Il s'est masturbé à côté. Et voilà, donc 2 jours après, elle en a parlé à tout le monde et j'ai une procédure.
moi, encore une fois, là, je me demande si c'est pas peut-être un peu une question familiale, peut-être que c'est la famille qui aurait besoin un peu d'une thérapie, enfin, parce que je trouve que il faut pas non plus que ça prenne plus d'importance que ça en a. J'entends bien que votre fille va pas bien et je suis pas en train de sous-estimer son mal-être, hein. Mais quelque part, une fille de 13 ans. On met pas deux ados dans la même chambre, on est bien d'accord. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Bruno Clavier. Non, mais je pense exactement ce que vous pensez. Il n'y a pas de souci. Oui. Bien sûr. Les hormones, surtout des jeunes garçons, on sait comment ça travaille dans leur tête. À 15 ans, oui, bien sûr. Bon, le mal est fait, donc. Et donc, il y a une procédure, hein, d'après ce que j'ai entendu. Il y a eu une procédure parce que j'ai porté plainte moi dès qu'on a été visé. Et en fait, du fait qu'il n'y ait pas eu pénétration et que ça soit dans le cadre familial, ils ont dit que c'était fini, quoi. C'est un non-lieu, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est une question aussi juridique. J'ai lu dernièrement qu'il y a des personnes qui sont en train d'œuvrer pour que les choses comme ça entre cousins fassent partie des choses condamnables. Ça, c'est pas tout à fait clair au niveau juridique, d'après ce que j'ai compris. J'ai lu un article là-dessus, hein. Puisque les gendarmes étaient outrés parce que quand ils ont appris la sentence, ils se sont dit mais le gamin a même pas passé devant un psychologue, rien du tout, parce que je me dis quelque part que peut-être qu'il y a besoin de se faire suivre. Bien sûr. Oui, parce qu'il peut reproduire avec une autre. Et puis il a une petite sœur, Oui, ou même quand il va avoir 16, 17 ans, 18 ans, avec une copine, il peut l'abuser. C'est le fils de votre sœur. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais alors, dans ce cas-là, ce qui quand même, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est systémique. Et puis, c'est ce que disait aussi Brigitte. C'est-à-dire que ça sera intéressant quand même de voir. Est-ce qu'il y a des antériorités dans la famille? Est-ce qu'il y a déjà eu de l'inceste? Non, mais non. Ah non, pas du tout. Oui, mais ça mérite une enquête un peu familiale. À ma connaissance. Oui, mais à ce moment-là, ça peut être intéressant parce que de parler dans la famille et puis que les langues un peu se délient, puisque c'est bizarre. On s'est toujours dit que le papa était très, excusez-moi, mais un peu bof. Avec des gestes un peu obscènes. Moi je disais mais on fait pas ça devant les gosses. Vous voulez dire le père du gamin? Oui, le père du gamin, ouais. Oui, mais excusez-moi, mais votre sœur, à quoi elle pense quand elle laisse son fils donc dormir avec votre fille? Je pense qu'elle était complètement dépassée par les événements parce qu'elle était outrée. Elle a pas cru ma fille quand elle a annoncé ça. Elle a pris parti pour son fils, mais quelque part ce que je comprends. Et elle a même pas cherché à comprendre, quoi. Et lui, comment il a réagi? Il était dans les parages, le papa. Le petit a nié en bloc. Et le papa, était outré parce que moi je l'ai rencontré le lendemain. Je lui ai dit il faut qu'on discute parce que là ça va pas. Et lui il est tombé des nues. Il m'a dit écoute, on va enquêter, on va voir si vraiment c'est lui ou pas. Et comme il a nié en bloc, compliqué de lui tirer les verres du nez, comme on dit. Ouais. Mais ce serait quand même intéressant que dans la famille vous posiez au moins ces questions-là. Il y a peut-être, je vous dis, quelqu'un qui va vous raconter quelque chose qui n'a pas été dit, parce que c'est très surprenant, quoi. Là, il y a vraiment un truc surprenant. C'est pour ça qu'il y a souvent une antériorité, surtout à cet âge-là, 13, 15, comme ça. C'est pas tous les enfants qui le font, c'est pas tous les cousins et les cousines qui le font. Heureusement. Hein. Et d'autant que là, on est vraiment dans quelque chose de très abusif, puisque c'est un viol, puisqu'elle dort, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun consentement, il n'y a aucun bout de consentement de rien. Donc il y a quelque chose d'assez étrange. Alors c'est vrai qu'il y a le papa d'un côté. Mais voilà, moi je recommande ça pour que ça éclaire un petit peu. Sinon on comprend pas, hein, on comprend pas. Et puis peut-être même que votre fille a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi toute cette histoire. Elle a un mal-être profond, même elle n'arrive pas à dire ce qu'elle a réellement. Elle me dit des fois je vais bien, et puis des fois je vais pas bien du tout. Et alors on se dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est l'adolescence, est-ce que ça peut être plein de choses d'ailleurs. Et vous savez, William, on sait souvent qu'un enfant qui a comme ça une sorte de mal-être qui est pas suffisamment identifiable puisqu'elle est suivie, donc c'est comme si elle portait un secret de famille. Eh oui. Donc c'est pour ça, moi, je vous invite vraiment à creuser un peu, peut-être aussi avec, parce que c'est quand même bizarre, je trouve, aujourd'hui, où quand même on parle tellement de tout ça dans les médias, que votre sœur ait mis ce gamin, son fils de 15 ans, dans la même chambre, quoi.
Moi, ça me fait halluciner. Et ce qui serait aussi intéressant, c'est votre fille, elle est suivie en ce moment par un psy, oui, bien sûr. Mais ce serait quand même intéressant aussi elle-même de voir s'il n'y a pas une antériorité, parce que des fois c'est ça. Je vous dis ça, c'est à cause des scarifications, parce que les scarifications, souvent, elles témoignent de choses antérieures. C'est pour ça que ça serait intéressant même de lui poser la question. Des fois, elle n'y a pas pensé qu'il est peut-être arrivé quelque chose avant ou quelque chose comme ça. Quand j'en parle à ma fille, et parce que je parle énormément avec ma fille, je remets pas l'attouchement dans nos discussions. J'essaie de lui faire oublier aussi tout ça. Mais quand je lui demande pourquoi elle se fait du mal, elle me dit que ça me fait du bien. Et puis des fois, elle me parle du divorce, parce que j'ai divorcé de sa maman il y a 7-8 ans. Et je pense qu'il y a une accumulation de plein de choses qui se passent dans sa tête et qu'elle a du mal à... Oui, mais pour moi, je pense que vraiment les scarifications, souvent l'origine c'est même ce que j'appelle un marqueur des violences sexuelles, mais souvent un marqueur de violences sexuelles qui ont survenu plus tôt. Et comment vous n'avez pas parlé de sa maman, enfin, de votre c'est ex-femme? Ça va très bien. Oui, mais comment elle a réagi, elle? Elle était outrée. Après, elle a une relation particulière avec mes enfants. Elle ne ressent pas le besoin de les prendre dans ses bras. Et mes enfants n'ont jamais eu de câlin de leur maman. Mais c'est une maman sympa, hein, mais elle n'a aucune affection, un contact avec mes enfants. Et sexuellement, avec vous, elle aimait la sexualité ou elle était... Non. Parce qu'elle... Vous voyez, peut-être qu'elle a subi des choses... Oui, c'est ça, je me pose la question. On en avait parlé il y a longtemps, justement. Oui. Parce que c'est vrai qu'on se demandait pourquoi elle avait ce mal-être, parce qu'en fait, elle était pas, elle aimait pas le contact, on couchait très peu ensemble, de notre structure d'ailleurs. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Et on a creusé un peu via mon ex-belle-famille, mais on n'a jamais rien trouvé. Non, parce que ce qui pourrait expliquer le mal-être de votre fille, ce serait d'une certaine manière, de manière peut-être même inconsciente, qu'elle porte le secret de sa mère, qui peut-être ne sait même pas qu'elle aurait été abusée. Enfin, c'est encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, hein, c'est ce à quoi vous pensez, j'imagine. Je pense à ça, mais je pense aussi au fait qu'on sent qu'il n'y a pas de contact sur ce sujet avec elle. C'est-à-dire que c'est comme si c'était vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle ne parle pas de ça avec sa mère. C'est ça que je vous posais comme question. Comme si c'est vous qui vous occupiez de tout, quoi. Alors non, parce que je veux pas non plus dire que c'est moi qui m'occupe de tout. Sa mère en discute un petit peu, mais elle est plus laxiste que moi. Moi, j'ai plus de règles, mais par contre, je suis un papa-pou. Je fais les câlins à mes enfants tout le temps. Oui, mais peut-être que votre fille a besoin d'être accueillie en tant que victime d'une façon plus forte par sa maman. Sinon, c'est spécial. Ça fait bizarre. Oui, c'est tout ça qui se rejoint un petit peu. Voilà, donc c'est peut-être par ce biais-là de voir comment entre votre fille et votre ex, et donc sa mère, hein, il pourrait y avoir un courant plus tendre qui passe afin d'aider votre fille à se sentir accueillie dans ce qui lui est arrivé. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas facile. Hein. Non, c'est sûr. Et puis, merci de ce témoignage et bravo, parce que il y a des parents qui heureusement prennent les choses en main, et ça, c'est quand même, quoi qu'il en soit, un vrai côté positif pour votre fille. Elle vous en sera toujours gré, quoi. De toute façon, je ferai tout pour mes enfants et ça, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle sait qu'il y a quelqu'un qui la croit, et c'est tellement important. On l'entend souvent, hein, quand les parents ne croient pas, c'est encore pire. Je vous propose de faire la pause pour laisser le temps aux infos, mais pendant ce temps-là, je vous propose une petite devinette. Ça vous permettra d'essayer de trouver la réponse. Alors écoutez bien, hein, parce que la réponse, elle est facile si on écoute bien. C'est l'histoire d'un poil qui est bipolaire. Le matin, il est bien, mais le soir, comment est-il ? La réponse, c'est après les infos. Et je vous invite évidemment, vous aussi, à venir nous rejoindre, quel que soit votre témoignage, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous allons continuer à évoquer ce sujet des abus sexuels durant l'enfance. Et comme toujours, on a évidemment beaucoup de témoignages différents et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous, évidemment, qu'on fait avancer les choses. Bruno Clavier, vous avez écrit beaucoup de livres. Le dernier, ça s'appelle « Devenir un bon grand-père ». Un bon ancêtre. Bon ancêtre, pardon. Mais c'est vrai que vous parlez de votre statut de grand-père dans ce livre. Oui. C'est aux éditions Payot. C'est un très joli livre qui, je sais, qui m'avait beaucoup ému. Et c'est vrai que c'est important aussi. On parle souvent des parents, mais les grands-parents ont aussi beaucoup de choses à transmettre. Bien sûr, et puis c'était surtout, puisque on parle beaucoup dans le transgénérationnel, enfin ce qu'on appelle la psychogénéalogie, des choses qu'on porte de nos ancêtres. Et puis moi, vieillissant, je me suis dit, bon, ok, je porte des choses de ma famille, de choses comme ça, mais moi, qu'est-ce que je vais faire porter ? C'est un livre qui interroge sur notre responsabilité, notamment quand on est grands-parents, de ce qu'on va transmettre. Et l'idée, elle est d'essayer de transmettre des belles choses et le moins de casseroles possible. On transmet toujours des casseroles, des valises. Un peu lourde. Tant que c'est pas des mâles. Oui, c'est ça. Mais je questionnais cette idée c'est pas tout de se plaindre des générations d'avant, mais nous, qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que ça se passe bien pour eux plus tard, voilà. Exactement, et c'est un très joli livre, Devenir un bon ancêtre, c'est aux éditions Payot. Alors vous avez eu le temps de réfléchir, c'est l'histoire d'un poil qui est bipolaire. Le matin, il est pas bien, mais le soir... J'ai pas trouvé. Je me suis dit, il est mal. Alors j'ai pensé mal, M-A-L-E. Non, c'est pas un mal. Écoutez bien, le matin, il est pas bien, mais le soir, il est plus bien. Ah, d'accord. C'est joli, hein ? Ah oui, mais alors du coup, moi j'avais noté... C'est un poil pubien. Ben oui, mais j'avais noté le matin, il est pas bien, alors qu'il est bien. Et ce qui avait été dit, c'est il est bien. Oui, le matin, il est bien, mais le soir... Ouais, il est plus bien. Ah oui. Il est plus bien. Oui. Voilà, c'est un poil plus bien. C'est joli, hein, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Merci. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Donc vous, c'est un copain qui vous a violé quand vous aviez 14 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, une connaissance aussi de la famille, quoi. Et il était adulte. Hein. Ah oui. D'accord, il était majeur. Et il était majeur, voilà. Il avait quel âge excusez-moi, il avait quel âge ? Il avait 19 ans. 19 ans. Hein. Oui, donc c'est pas un petit copain, c'est pas quelqu'un de 15 ans qui... Il voulait aussi être mon petit copain. Oui, d'accord, mais enfin 19 ans et 14 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Facile. Oui, tout à fait, mais bon, il rentrait dans la gendarmerie, donc c'était bien. Il fallait ma mère qui voulait un peu se débarrasser de moi, trouvait ça très bien. Alors, j'en reviens d'ailleurs à dire, j'ai rebondi sur ce qu'a dit Bruno en parlant des personnes, des familles hors la loi. Pas toujours. Pas toujours. C'est pas forcément des familles qui ont l'habitude d'être hors la loi, qui vont baigner là-dedans, quoi. Oui, mais Bruno ne parlait pas d'être hors la loi. Il parlait de familles dans lesquelles la loi au sens large du terme n'est pas claire, n'est pas dite. Vous voyez ? C'est ça, hors la loi, c'est ce que je voulais dire. Là, c'est ça, c'est que cette personne maintenant, il est vieux, hein, comme moi. Et il a fait sa carrière dans la gendarmerie. Oui, mais excusez-moi, vous avez dit que c'est une connaissance de la famille, alors ? Oui. Ben, ça veut dire que vous n'avez pas été protégé de lui par la famille ? Absolument pas. Ben oui, mais c'est ce que j'appelle excusez-moi, c'est ce que j'appelle être hors la loi. C'est-à-dire que hors la loi, ça veut dire aussi était hors la loi. Bah oui, c'est pour ça que vous vous dites... je constate une fois de plus qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la loi qui a fait que ça n'aurait pas dû avoir lieu, puisque... Voilà. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur quelque chose, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de plein de trucs, mais il faut savoir qu'en France, tout citoyen qui suspecte ou qui a connaissance d'un viol est dans l'obligation de le signaler. Il y a le 119, il y a la PMI. Il faut y aller. C'est à nous, adultes, de bouger. Mais bien sûr, Florence. L'enfant est terrorisé
Mais Florence, c'est quand même, encore une fois, incroyable. Vous avez 14 ans, vous n'êtes pas majeure, vous êtes encore une enfant. Et vos parents vous laissent partir avec un garçon, un homme qui a 19 ans, vous voyez. Donc c'est important de comprendre ça, parce que d'abord, vos parents ne vous ont pas protégé. Et vous, ensuite, en tant qu'enfant, vos parents vous mettent dans les griffes du prédateur. Vous êtes déjà à moitié victime. Vous comprenez ? Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est quand même encore une fois important. Qu'est-ce qui fait que vos parents peuvent, alors encore une fois, parce qu'ils ne savent pas, Ma mère. Oui, on parle de ma mère. Mon père, je ne le connais pas, mais ma mère. Déjà, je suis une enfant qui n'était pas désirée. Donc déjà là, il y a un problème. Oui, enfin, vis-à-vis de votre âge, une enfant pas désirée. Moi aussi, j'étais une enfant pas désirée. Bruno Clavier, sans doute aussi. Moi aussi. Donc, vous voyez, ça, il faut arrêter de cet argument. Je dirais qu'il est plus tellement valable, sauf peut-être, enfin, sauf si vraiment. À l'époque, les femmes pouvaient pas avorter. La pilule n'existait pas. C'est bien ce que je dis. Oui. Ouais. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été élevée, entre guillemets, enfin éduquée. Heureusement, j'avais mes grands-parents qui ont sauvé un peu mon éducation, mais j'étais dans les mains de cette femme qui voulait pas de moi. Donc, imaginez. Oui, non, mais vous n'avez pas. Mais c'est pas que vous n'avez pas été désiré, c'est que vous n'avez pas été aimé. Je crois qu'il faut mettre les vrais mots dessus. Il y a les deux. À partir, non, parce qu'on peut aimer quelqu'un, un enfant, même si on l'a pas désiré. Dans mon cas. Et ne pas être aimé, c'est ça qui est terriblement douloureux. Et moi, ce que j'entends, je crois, Florence, c'est que vous êtes à juste titre en colère. Mais à un moment donné, il faut que cette colère, elle se travaille, parce que sinon vous allez rester en colère et vous n'allez pas pouvoir avancer. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de colère en moi, parce que il y a de l'injustice. C'est clair. Il y a de l'injustice, il y a plein de choses qui vont pas et qui n'allaient pas déjà à mon époque, mais comme vous le disiez, ça change pas beaucoup, a priori. Je voulais vous poser une question. Votre mère vous a eu à quel âge ? Oula, 40 ans. Elle vous a eu à 40 ans ? Oui. D'accord. L'accident, quoi. Mais vous aviez des frères et sœurs avant ? J'ai une grande sœur, oui. Une grande sœur qui elle, était désirée. Mais vous avez combien d'écart ? On a 2 ans. 2 ans d'écart, d'accord. Et le même père ? Elle, oui. Vous avez le même père toutes les deux ? Ah, je sais pas. Non. Ah, vous savez pas ? D'accord. Non. Ah non. Mais on n'a pas du tout. Donc là, on a une mère qui a une sexualité qui est complètement dissolue. Oui, voilà. Merci pour le mot. Je cherchais un mot de cet ordre. Et ça aussi, ça montre cette facilité qu'elle a à vous jeter dans la gueule du loup, quoi. Voilà. Donc votre mère était donc proche de cet homme-là, de ce jeune homme ? Oui. Mais de quelle manière ? Elle connaissait ses parents ou c'était quoi ? Oui, c'est ça. Par les parents, oui. D'accord. Voilà, c'était pas plus que ça. Et puis, lui, il a pu... c'est rentré... Pour lui, il me disait, c'est normal, toutes les filles font ça, puis voilà, quoi. Est-ce que vous avez pu ça m'a mis le confronter ? Je m'en suis plus souvenu de ça. D'accord. J'ai vécu 40 ans sans m'en souvenir du tout. J'ai vécu 40 ans. Vous voulez dire que vous aviez oublié ce viol ? Complètement. Oui. Est-ce que, je reprends un mot qui a été dit par une auditrice là, qui s'appelait Nathalie, c'est le mot de l'après-midi, est-ce que vous l'avez confrontée, parce que c'est le mot qu'elle avait fait. Est-ce que vous l'avez confronté, cet homme-là ? Elle s'échappait. Elle s'échappait. Non. Mais moi avec ma mère ou non, vous avec lui. Est-ce que vous l'avez revu, vous lui en avez parlé alors, pendant 40 ans, oui.
Et puis quand j'ai eu cette levée d'amnésie, c'est très violent, c'est brutal, c'est un choc post-traumatique. J'étais donc hospitalisée et on m'a dit écrivez, ça vous parle sûrement, Bruno, écrivez. Ça va vous faire du bien, ça va, voilà. Et puis une nuit à l'hôpital, j'ai écrit, mais je lui ai écrit. Et je lui ai dit, voilà ce que je porte là, toute seule en ce moment. Voilà où j'en suis, voilà ce qui me revient, en précisant tout, les odeurs, les couleurs, les bruits, tout, excellent. Tout ce qui m'est arrivé. J'ai envoyé cette lettre en recommandé. Du jour au lendemain, j'ai plus signe de vie. Parce que vous voyez qu'on parlait de hors-la-loi, il était tout à fait hors-la-loi, surtout qu'au niveau du cadre de la loi, on va dire même aujourd'hui, les 5 ans sont déjà extrêmement importants dans les jugements. S'il y a 5 ans de différence, c'est une circonstance aggravante. Et là, la circonstance aggravante, vous avez un majeur avec une mineure. Et une mineure qui est hors consentement. Je suis toujours dans le cadre de la loi, 14 ans, donc il a tout faux. Mais bien sûr, mais... Et le problème, c'est qu'il est gendarme. Il est gendarme maintenant, c'est ça? Ah, il est à la retraite depuis. Il est à la retraite, c'est ça. Mais vous n'avez jamais pu le confronter, on va dire, les yeux dans les yeux. Je ne m'en souvenais pas. Ben oui. Je ne m'en souvenais pas. Je ne pouvais pas le confronter. J'aurais aimé. Mais... Et qu'est-ce qui a fait que vous avez retrouvé la mémoire? Oh, alors là, aucune idée. Écoutez... J'étais tranquillement chez moi, je pliais mon linge. Et d'un coup, tout est un flash, je revoyais cet enfant. Et je sais pas, moi j'avais mal dans le dos, je sentais les cailloux. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais pas bien, je deviens folle. J'ai cru que je devenais folle. Et j'ai appelé une amie qui est thérapeute et elle m'a dit non, ce que tu vis, c'est une reviviscence. Et tu as une levée d'amnésie. Ouais, c'est intéressant parce que oui, on connaît mal le phénomène de l'amnésie et là vous êtes une preuve qu'on peut être amnésique très tardivement. 14 ans, c'est une amnésie tardive. C'est très intéressant que vous témoigniez de ça. Oui, c'est encore un cas et encore un témoignage tellement différent. Merci Florence, en tout cas, on fait une petite pause et on va se retrouver avec notre rubrique, c'est maintenant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Un habit d'alcool. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien Bruno Clavier, on va faire un petit pas de côté avec notre nouvelle chronique C'est maintenant et nous allons avoir Amélie. Je crois, Amélie, que vous allez nous parler d'une phrase qui est restée en travers et que vous n'avez toujours pas pu oublier. C'est bien ça? Bonjour Amélie. Oui, bonjour. Et oui. La phrase, c'est... elle est sortie de mon frère. Donc j'ai perdu mon père de lui-même. Il s'est suicidé, vous voulez dire? C'est ça? Oui. Et mon frère m'a sorti, c'est pas grave, c'est pas pour peu qu'on le voyait. Ah oui, je comprends bien, oui. Et alors c'est intéressant parce que vous venez de dire mon père est parti de lui-même, je crois, au lieu de dire s'est suicidé, ça veut dire que pour vous c'est un traumatisme que vous avez du mal à aborder. Et la phrase de votre frère a été une phrase sans doute qui vous a complètement bloqué, parce que ça voudrait dire que qu'il comprend pas la douleur que ça a été pour vous quand vous avez appris ça, j'imagine. Oui, alors qu'on s'entende bien avec la personne ou pas, je suis pas sûre que ce soit la phrase idéale quand le soir même on apprend. Bien sûr, non mais bien sûr. Bien sûr, mais que ça soit, enfin, c'est bien sûr que c'est une phrase qui montre aussi qu'il est un peu dans le déni. Vous savez, lui aussi, il a dû en souffrir. Et puis quand il dit ça, c'est genre bon, c'est pas si grave puisque de toute façon on le voyait pas. Vous voyez, c'est une façon aussi de se protéger de sa propre souffrance. C'est pas de vous faire du mal.
c'est idiot d'avoir dit ça, je suis d'accord, mais il faut comprendre aussi pourquoi il l'a dit. Vous aviez quel âge quand votre père s'est suicidé? J'avais 31 ans. Et votre frère? Pareil, on est jumeaux. Ah, vous êtes jumeaux? Ah oui, en plus. Ouais. Oui, enfin moi je suis tout à fait d'accord avec Brigitte là-dessus. C'est-à-dire que je pense que des fois il y a des souffrances tellement énormes que on appelle ça le déni. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait rien eu. J'ai l'impression que vous avez peut-être vous pouvez l'entendre comme une autre façon de gérer sa souffrance. Vous voyez, comme s'il avait mal quelque part et qu'il se coupe, il se coupe un doigt parce qu'il a mal au doigt, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois, parce que je ne crois pas que ça allait pas impacter, quoi. On vous connaît pas, on connaît pas la famille, mais. Après, je suis pas certaine, ou alors vraiment il les cache plutôt bien, quoi. Ben oui, il y a des gens qui cachent plutôt bien. Hein. Mais bon. Est-ce qu'il va bien aujourd'hui? Bah aujourd'hui, non, on est un peu fâchés parce que donc mon père a fait sa diplôme de Saint-Nazaire, donc on l'a jamais retrouvé. Donc du coup, je me suis occupée de tout pour lui, donc il a été déclaré décédé que en mars cette année. D'accord. Donc c'est moi qui a tout géré et visiblement il est fâché parce que c'est moi qui a tout géré. Oui, donc ça crée entre vous une distance et une incompréhension, visiblement. C'est ça. Excusez-moi, vous avez dit il est fâché parce que vous avez tout géré? Oui, parce que je voulais enlever cette charge mentale, sachant qu'il allait être papa depuis 2022. Donc j'ai tout pris pour lui enlever cette charge mentale. Et lui, il était fâché que moi, j'ai tout pris. Alors que moi, franchement, je me serais occupée de rien, ça m'aurait plus facilité la vie. Mais vous voyez bien qu'il en a pas rien à faire, alors. Puisqu'il dit, il y a une phrase qui a l'air de dire qu'il s'en fiche, et puis finalement, il vous reproche... d'avoir volé presque son père, enfin, vous voyez... Excusez-moi, est-ce qu'il était papa d'un fils? Oui, il est papa d'un fils. Vous voyez, ce que je veux dire, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est comme ça, l'amour des parents, des enfants, quel que soit. Même des fois, vous avez des parents horribles et les enfants les aiment. Hein, donc, je sais pas comment était votre père, mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident qu'il a une grande souffrance. Bon, alors lui, il réagit de cette façon-là. Et puis, vous voyez, quand il a un fils, c'est évident que lui devient père et que toute l'histoire de son père lui revient comme un boomerang, c'est ça? Donc peut-être, moi, je me permets de vous essayer de comprendre ça. Vous allez peut-être un peu mieux le comprendre, au lieu de peut-être de se heurter. C'est quelqu'un qui, à sa façon, souffre, et vous avez votre souffrance plus claire que lui, en tout cas. Vous souffrez, vous le savez, et lui, peut-être qu'il ne le sait pas qu'il souffre. Mais... Et puis, il me semble important, comme vous êtes jumeaux en plus, et que vous avez perdu votre père, le lien entre vous, il a un prix. Et ce serait dommage de ne pas ne pas vous réconcilier. Je pensais. Oui, mais voyez, je peux entendre que cette phrase vous ait fait terriblement souffrir et que vous avez eu l'impression de le perdre 2 fois, votre père, du fait qu'il vous a dit cette phrase. Mais je pense quand même que c'était pas pour vous faire du mal, et c'est plutôt parce qu'il avait mal. Et il me semble que de vous réconcilier, ça vous fera du bien à tous les deux. Puis je voudrais vous rajouter aussi quelque chose, c'est pour avoir travaillé avec des personnes dont les parents se sont suicidés, il y a de la colère aussi, parce que ça veut dire que quelque part, en tant qu'enfant, quand son papa ou sa maman se suicide, on se dit alors je ne valais pas le coup pour qu'il reste. On m'abandonne. Il y a quelque chose de l'ordre de la colère. Ben oui. Et il était en colère aussi, votre frère, c'est pour ça qu'il dit ça. Vous étiez très en colère, et c'est normal. Hein. C'est normal parce que on se dit, mais alors je ne valais pas le coup. D'autant plus que visiblement, puisque vous ne le voyiez pas beaucoup, il y avait quelque chose à réparer et que vous ne pourrez jamais réparer puisqu'il s'est suicidé. Bon, moi je le voyais, après lui, oui, il peut, mais... En plus, oui. Donc il y avait une différence.
Oui. Moi, sincèrement, je pense que ça vaut le coup que vous fassiez un petit peu, que vous remontiez un petit peu l'histoire pour mieux comprendre vous, et le comprendre mieux lui, et peut-être aussi comprendre pourquoi votre père s'est suicidé. Et comme je le dis souvent, le suicide, c'est pas qu'on veut mourir, c'est qu'on ne peut plus vivre. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Merci. Merci en tout cas, merci beaucoup Amélie. Vous aussi, si vous avez envie de parler d'une phrase que vous n'arrivez pas à oublier, si vous avez peut-être envie de demander pardon à quelqu'un, si vous avez envie de parler, de dire de l'amour à quelqu'un, vous pouvez tous les jours à cette heure-là participer à C'est maintenant. Une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil, on va parler des endroits insolites et puis on continue bien sûr à vous donner la parole au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826. Santé, attention à l'abus d'alcool. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien Bruno Clavier, on va parler des endroits un petit peu insolites où entre deux adultes consentants, je précise bien, on peut faire l'amour. Alors déjà, on peut changer de lieu chez soi, par exemple en changeant le décor de sa chambre. Et puis après, il y a des endroits qui sont les endroits qui reviennent souvent, notamment le jardin public à l'abri derrière un bosquet. Alors la salle de bain aussi avec la douche, puisque l'eau a des effets, paraît-il, aphrodisiaques. Il y a dans les toilettes d'un train, dans un avion, je conseille pas trop parce que ça risque vite d'être suspect. Et puis plutôt dans les toilettes, par exemple, dans un restaurant. Et puis pourquoi pas dans une salle obscure. Bref, il y a bien sûr la voiture, l'ascenseur qui revient. La cave aussi fait partie des endroits insolites qui revient assez souvent parce qu'il paraît que ça provoque peut-être des peurs dans l'obscurité, dans le côté un peu presque maléfique de la cave, je ne sais pas. Et puis il y a évidemment dans la rue la nuit. Alors pourquoi pas quand il y a une porte cochère. Bien que maintenant c'est de plus en plus compliqué avec les codes, les digicodes qu'il y a partout. Et puis il y a aussi une transgression extraordinaire, c'est chez les beaux-parents ou au bureau. Voilà, donc c'est à chacun évidemment de faire ce qu'il a envie, puisque on parle bien d'adultes consentants, mais c'est bien, même pour des couples très établis, de temps en temps de se permettre cette petite fantaisie, parce que ça crée une petite poussée d'adrénaline. Je rajouterais quelque chose qui est un peu poétique, il y a aussi des endroits magnifiques de la nature. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut être quelque chose d'incroyable. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Et puis les beaux endroits, profitez-en, l'hiver n'est pas encore là. Oui, c'est ça. En été, il y a des endroits comme tellement magnifiques, ça peut être très bien aussi. C'est vrai. Pas besoin d'une cave forcément, quoi. Non, la cave c'est pas très romantique. Non, je préfère l'endroit magnifique. Vous avez raison. Une belle nuit de pleine lune, ça peut être formidable. On revient à notre sujet, Bruno Clavier, les abus sexuels, et c'est avec Maria qu'on continue. Bonjour Maria. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Oui, je souhaitais témoigner donc de ce qui s'est passé pour moi à l'âge de 14 ans. En fait, j'ai été victime d'inceste de la part de mon père. J'avais 14 ans, presque 14 ans et demi. Et à partir de là, j'ai compris que personne ne m'écoutait, ne me croyait. C'était très difficile et j'avais surtout très honte de ce qui m'était arrivé, alors que je n'avais absolument rien cherché. Et toute ma vie a été impactée par cette honte et cette absence de reconnaissance de la part de ma famille. J'ai dû me sauver de chez moi pour que les choses ne continuent pas et qu'ils ne me touchent plus. Donc à 14 ans et demi, oui. 15 ans, vous partez du domicile familial. Mais parce que votre mère, vous lui en avez parlé, elle vous a pas cru, c'est ça? Ma mère était un enfant et elle avait pas du tout l'écoute. Personne n'avait l'écoute. J'étais traitée de folle et je pense aussi qu'elle avait peur de lui.
tout comme nous, on a 3 enfants, on avait peur de lui et elle a préféré en fait se voiler la face. Oui. Ça, c'est quelque chose qui... Et du coup, j'ai eu quand même des liens avec ma mère, même si je n'étais plus au domicile depuis très longtemps. Et comme une espèce de conflit de loyauté où je l'ai toujours, en fait, porté comme un enfant. Mais moi, personne m'a sauvée et personne m'a écoutée. Mais quand vous partez à 14-15 ans, vous allez où? Parce qu'en règle générale, vous n'êtes pas majeur, donc on vous a peut-être ramené, on devait vous ramener dans votre famille. Alors en fait, j'avais l'espoir en fait que ma sœur aînée, qui était tout juste majeure, puisse devenir ma tutrice. Vous recueillir, oui. Oui, mais ce n'a pas été accepté car elle n'avait pas suffisamment d'écart avec moi. Ils ont refusé, ça a été refusé. Et à partir de là, j'ai été dans la rue jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller voir un juge et de demander un placement. Je sais pas je sais pas comment j'ai fait. En tout cas, belle maturité, franchement, parce que d'abord demander à votre sœur, ensuite aller voir un juge, vous aviez... Les choses étaient plus simples, on pouvait plus facilement en fait aller voir les gens qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai été placée dans un foyer, c'était pas si simple que ça pour moi, parce que la psychologue qui m'a reçue et à laquelle j'ai raconté tout ce qui s'était passé ne m'a pas cru, a dit que je l'avais fait peut-être exprès, que j'avais cherché. C'est quelque chose qui était... À partir de ce jour-là, j'ai dit que plus jamais je parlerai de ce viol. Je me suis fermée et je suis devenue extrêmement isolée. Extrêmement seule. Je vous remercie de votre témoignage parce que ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Quand on sait qu'il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont juges, mais quand c'est une femme qui représente la loi en plus et qui ne veut pas croire. Là, c'est la psychologue en plus. Oui, en plus c'est pas la juge. Non, c'est la psychologue. C'est ça. C'est pour ça que on parlait dans le début d'émission de mon livre là où on a des trucs que j'exagérais. C'est ça. Et on vous dit, c'est tout juste si enfin bon, vous avez provoqué votre père, quoi, en gros. Oui, c'est ça. C'est scandaleux. Et ça, c'est vraiment important parce que ça existe encore, malheureusement. Oui, mais c'est vrai. Mais alors, pour me sauver, entre guillemets, de tout ça, essayer de quand même continuer à me construire, j'ai décidé en fait de changer totalement d'identité. Et j'ai réussi à faire changer mon nom de jeune fille. J'ai fait plusieurs démarches dès que j'ai eu 18 ans, en espérant que j'irais mieux, tout simplement. Mais ça soigne pas vraiment, en fait. Excusez-moi, il n'a pas été condamné, dénoncé Alors, oui, c'est vrai qu'il a récidivé. En fait, mon père a rencontré une autre personne une autre femme qui avait des filles, et il a récidivé donc sur ses filles. Sur ses belles filles, quoi. Malheureusement, dont une avait un enfant de lui. Et jusqu'au moment où il y en a une qui a porté plainte, celle qui a eu un enfant. Et j'ai été donc amenée à être partie civile aux assises pour le procès, donc pour ces jeunes filles. Et il a été condamné à 15 ans. Mais c'est pour les faits qui concernent ces jeunes filles. Moi, j'avais prescription déjà sur les faits. Mais vous avez pu témoigner, au moins tout le monde vous a entendu, quoi. Oui, tout à fait. Alors il y a quelque chose qui... Et là on vous a cru, puisque de toute façon... Et là, vous voyez, encore une fois, cette fille qui se fait abuser par son beau-père et qui se retrouve enceinte de son beau-père. Vous imaginez quand même. C'était très... En même temps, voilà. Grâce, entre guillemets, à ces filles, j'ai pu parler, j'ai pu dire des choses. La seule chose que je regrette, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est le fait que j'ai toujours sauvé ma mère, protégé ma mère, qui elle-même devait témoigner à ce procès. Elle n'est pas venue. C'est moi qui lui ai même procuré un certificat médical en demandant au médecin qu'en fait elle n'était pas en état de le faire. Je l'ai encore sauvée. Je le regrette, mais bon, c'était comme ça. Mais pourquoi vous le regrettez? Peut-être que il fallait la sauver parce qu'elle est totalement à côté de la plaque, visiblement. C'est une,
encore une fois, je ne suis pas en train de l'excuser, mais vous avez peut-être de manière... Parce que vous avez l'air d'avoir quand même beaucoup de bon sens, Maria. Oui, donc, mais ça ne suffit pas. Bah oui. Ça ne suffit pas. Non, voilà. bien sûr, ça n'efface pas la souffrance et tout ce que vous avez vécu, mais ça vous a permis quand même de vous en sortir. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je peux témoigner qu'en fait on peut faire des choses, faut travailler sur soi, mais il y a toujours quand même des décisions que je prise dans ma vie qui sont liées à ce mal-être, cette espèce de solitude. Je ne sais pas si le livre de votre invité pourrait m'aider d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai qu'on peut s'en sortir, mais à quel prix? Et bien sûr, oui. Puis là, je veux reprendre quand même ça, parce que on en parlait au début de l'émission, mais cette question de la psychologue est extrêmement importante, parce que vous avez dit, je note ce que vous dites, et juste au moment où vous avez dit « elle ne m'a pas cru », c'est comme si c'était fini. Vous avez dit tout était fini pour moi. C'est-à-dire, c'est pire, c'est d'une gravité incroyable de ne pas entendre. Et souvent, c'est des psychologues qui ont été formatés avec de l'idée que les femmes mentent. Enfin, moi, je soutiens ce que j'ai mis dans mon livre. C'est ce qui a été dit pendant un siècle, et ça a encore aujourd'hui des répercussions. Et il y a encore aujourd'hui des thérapeutes capables de dire qu'une femme mente ou qu'un enfant... Oui, et puis il y a cette... vous aviez 14 ans et demi, il y a cette idée chez certaines femmes que de toute façon, quand les femmes se font un peu abuser, c'est forcément parce qu'elles sont un peu salopes ou je ne sais quel autre critère. Mais ça, ce sont des femmes qui sont quand même... qui n'ont rien compris à ce que c'est qu'une femme et ce que c'est qu'un homme. Et elles sont dans des postures. Alors parfois c'est des postures très religieuses, parfois c'est des postures qui sont dues à une éducation très particulière. Enfin, vous voyez, mais ça devait être une psychologue psychorigide. Oui, je peux le dire. Oui, certainement. Et je voulais savoir, quand vous avez été au procès, vous avez pu voir votre père. Vous l'avez, je reprends le mot de la personne confrontée. Vous avez pu le confronter. Oui. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Il s'est excusé? Il l'a reconnu ou même pas? Non, il n'a rien reconnu du tout. Il est resté dans le déni. Il ne disait rien du tout. La seule chose qui était étrange dans ce procès, c'est que, avec le recul, c'est que je gardais tout le temps le sourire, comme si ce que je disais, je gardais tout le temps le sourire, alors qu'en fait, au fond de moi, j'étais pas du tout dans la joie. Et j'ai pu aussi parler avec les jeunes filles. Les jeunes filles... les belles filles de votre père, oui. Oui, et j'ai pu parler un peu avec elles. J'avais l'impression que c'était encore pire que moi, parce qu'elles ont vécu ça très, 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 très longtemps. Et surtout, elles étaient 3 sœurs, et je pense que moi j'en ai vu que 2, mais en tout cas elles ont été abusées, quoi. Et je me dis, si j'avais pu être entendue, peut-être que je n'aurais pas fait ça sur elle. Évidemment, voilà. Évidemment. Et puis je mets un petit bémol, pire que vous, oui, mais c'est votre père. Parce que je veux dire, c'est que le beau-père, c'est horrible, mais ce n'est encore que le beau-père. Mais quand c'est le père, c'est tellement terrible. Oui. Mais elles n'ont pas été entendues non plus par leur mère. Elles non plus, c'est ça. Non, elles non plus. Voilà, c'était... Et vous n'avez pas été soutenu par votre père, parce que vous lui avez fait obtenir un certificat médical, mais elle aurait pu se racheter un petit peu en venant au procès quand même, mais bon. Oui, non, elle n'est pas venue. Mais c'est vrai que c'est moi qui l'ai excusée. Bon, après, elle aurait peut-être pas été en capacité de parler, peu importe. Oui, mais elle aurait pu vous soutenir. Oui, mais je crois, Maria, qu'il y a quelque chose qui me paraît intéressant dans votre histoire et qui peut peut-être vous aider à ne pas vous en vouloir d'avoir aidé votre mère. C'est peut-être parce que dès que vous étiez toute petite, vous avez dû vous occuper de votre mère, et ça vous a peut-être donné cette capacité à vous occuper mieux de vous. Peut-être. Parce que il y a quelque chose de très fort chez vous, on l'entend, la manière dont vous avez su quitter le domicile familial, etc., etc. Et peut-être que votre mère vous a obligé, quand vous aviez déjà 3, 4, 5 ans, de s'occuper d'elle, et donc vous êtes devenu adulte, si je puis dire, un peu trop vite.
trop vite. Ouais, mais en même temps, c'est cette capacité à réagir et à diriger les choses qui vous a peut-être sauvé à 14 ans. Oui. Mais c'est une interprétation, hein, vous en ferez ce que vous voulez. Je rajouterais quelque chose par rapport à votre maman, parce que vous avez dit elle était un enfant. Et ça signale souvent aussi ce que j'ai dit plusieurs fois, ce qu'on a dit dans l'émission, c'est qu'on peut faire l'hypothèse, c'est intéressant de le penser, qu'elle-même a été abusée dans son enfance. C'est pour ça qu'elle est restée une petite enfant et qu'elle va trouver un mari abuseur. Elle connaît que ça, quoi. Et c'est pour ça qu'elle vous croit pas, et c'est pour ça qu'elle peut même pas vous entendre, puisqu'elle peut même pas s'entendre elle-même de ce qui lui est arrivé, ça se trouve. C'est possible. C'est souvent comme ça. Oui, souvent. Mais avec l'amnésie, le problème de l'amnésie est vraiment compliqué. Hein. On a eu un cas d'amnésie à 14 ans, là, donc... J'ai essayé de savoir s'il avait été abusé. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti, mais peut-être que mon père, lui, l'aurait été. Oui, bien sûr, mais ça ne l'excuse pas, c'est pas la même chose. Tout à fait, oui. En tout cas, merci Maria de ce témoignage qui est très clair et je vous en remercie. Vraiment. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sur carglass.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous. L'inceste ne fait pas de bruit. C'est un livre, un autre. Pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles, c'en est un autre. Et Devenir bonne enceinte, c'est le dernier. C'est aux éditions Payot. Mais lire Bruno Clavier, c'est encore mieux comprendre ce dont on parle aujourd'hui, parce que c'est tellement complexe. Hein. Et on voit bien dans tous les témoignages qu'on a depuis 14 heures, on a bien sûr des points qui se rejoignent, hein, mais on voit bien comment c'est complexe parce que c'est une histoire différente à chaque fois, une réaction différente. Puis ces pauvres personnes qui étaient des enfants, chacune a réagi à sa façon, a essayé de s'en sortir en tout cas. Et s'en sort plus ou moins bien évidemment. Aurélie, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno, je suis ravie d'être avec vous. Nous on est ravis de vous entendre. Je suis ravi que vous soyez ravis. Merci. Alors oui, moi on avait déjà échangé ensemble il y a quelques temps, mais moi du coup ça a été le frère de mon père. D'accord. J'avais 8 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, en fait, c'est certes les 4 ans où il y a eu ces attouchements et ces viols, ce qui est le plus important, c'est les conséquences qui restent après. Oui. La construction, c'est très compliqué, parce que les fractures que ça nous laisse étant enfants, ça fait de nous des adultes, c'est dur après. Des adultes un peu bancals, hein. Un peu beaucoup, oui. Mais on peut s'en sortir. En tout cas, vous avez une voix qui laisse à penser que ça va beaucoup mieux. Quelles ont été les principales séquelles? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter à ceux qui nous écoutent, justement? Alors, les principales séquelles, et il y en a encore quelques-unes sur lesquelles je chemine, c'est les terreurs nocturnes. Oui. Ça a été très compliqué pendant des années. Je n'ai pas pu dormir seule dans mon lit. Je dormais dans ma baignoire. Par peur la nuit d'être seule, que ça se reproduise. Donc ça a été très compliqué. Puis cette peur en moi d'être terrifiée quand j'étais seule, de me sentir observée. Donc ça c'est très compliqué. Aussi d'être en ultra méfiance tout le temps. Oui, dans le contrôle aussi, j'imagine. Ah oui, totalement. Après il y a les relations aussi avec les autres, la peur de tout le temps être abandonné. Ou qu'on nous fasse du mal. Au final, on était très bons saboteurs face à soi-même. Hein. Oui. Mais encore une fois, Aurélie, cet oncle qui vient donc, si j'imagine dans votre chambre la nuit, hein. Mais vos parents, parce que là, ce que vous dites, ce que vous décrivez, c'est aussi les symptômes d'un enfant qui n'a pas été suffisamment dans la sécurité dans son enfance. Et donc, moi j'ai été terrorisée. J'entends bien. Donc vos parents, ils étaient... Alors mon père, c'est un père qui a toujours été absent, très égoïste. Lui, c'était sa vie d'homme avant tout. Et ma mère, super maman,
qui m'a toujours soutenue et qui a fait ce qu'elle pouvait elle aussi de son côté. Et puis elle avait un frère alcoolique qui nous cassait les pieds aussi en même temps que je vivais mes viols. Donc très compliqué. Donc moi je ne pouvais pas parler. Puisqu'à la maison il y avait cet autre oncle du coup, mais lui qui était alcoolique. Et en fait j'allais chez mon oncle et c'était toujours le même rituel. Il m'emmenait à la piscine où il m'a touché dans les vestiaires et il y avait toujours des attouchements. Et après il m'emmenait chez lui. Et en fait, ce qui m'a terrorisée, c'est que cet oncle-là me disait bonne nuit d'une façon très douce. Et après, il revenait nu dans le noir et je voyais son ombre arriver. Moi, je dormais dans le salon. Et en fait, ça m'a terrorisée parce que je voyais une autre personne en fait arriver sur moi. Et là, c'était un prédateur pour moi. C'était pas un oncle. Oui, exactement. Et c'est ce double discours qui est terrible. On parlait de ça avec Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont les messages pervers. Et là, il y a on parlait de formes de perversité différentes et que bon, il y en a qui le font, puis il y en a qui en plus rajoutent la chose qui va vous compliquer toute votre vie, c'est de dire bonne nuit et d'être pratiquement gentil pour faire de l'horreur après, quoi. Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc mais voyez, mais attendez, c'est important parce que vous aviez 8 ans, 12 ans, donc vous étiez encore une enfant. Comment vous pouvez ensuite, quand un homme vous dit je t'aime ou je vais te protéger, machin, etc., le croire puisque vous avez vécu ça, quelqu'un qui vous veut du bien et qui la nuit vous veut du mal. Vous voyez ? Alors moi j'ai jamais été du coup avec un homme. J'ai pas pu. Ben voyez bien, donc c'est vraiment ce Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Oui, mais en fait, c'est ce que ça a laissé de terreur en moi, parce que du coup, j'ai passé ma vie à être terrorisée. Maintenant, ça va mieux et je m'en suis sortie. Je suis même devenue thérapeute, donc je suis heureuse de ça. Mais j'ai été pendant plus de 10 ans dans l'obésité morbide. J'ai fait 237 kilos. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Je veux dire, suite à ce qui m'a laissé cet homme-là en moi, j'ai mis des années à m'en sortir et je chemine encore. Et puis même, je veux dire, oui, la terreur, j'ai eu peur de reproduire aussi. On a peur de reproduire. Bien sûr. Donc là, quand j'étais petite, j'avais ma demi-sœur, je pouvais pas la toucher parce que j'avais peur de lui faire mal. Là maintenant, je suis grand-mère, j'ai un petit-fils. Il y a pas si longtemps que ça, là, j'ai réussi à dernièrement enlever cette peur-là, mais il y a pas si longtemps, je pouvais pas lui changer les couches parce que pour moi, c'était impossible de pouvoir lui toucher les parties intimes. Il faut pas avoir honte de ça, il faut travailler dessus, il faut avancer. Bien sûr. On n'est pas coupable, on n'est que des victimes. Bien sûr. Il y a vraiment ce qui est difficile à travailler, puisque moi, moi-même, j'ai été très, très incesté, mais je travaille qu'avec des personnes qui l'ont vécu. Et là, j'insiste encore une fois sur ce que vous avez dit, le fait qu'il mélange la douceur avec le crime. C'est le plus dur à travailler. C'est le plus dur à travailler parce que si vous regardez bien, vous verrez que chaque instant de votre vie est tenu par ça. Et Brigitte parlait alors de lâcher prise. Vous avez un lâcher prise impossible. Vous ne pouvez pas lâcher prise. Oui, et puis cette peur. Alors même si aujourd'hui elle est moindre, mais je sais qu'au fond de moi, si je suis tout à fait honnête, il y aura toujours une peur, mais c'est une peur infantile. C'est ça. C'est pas une peur d'adulte. Elle est presque physique. On sait qu'au niveau du cerveau, là, il y a carrément des atteintes à ce moment-là, parce que c'est une peur. Enfin, moi, j'ai mis dans un de mes livres toute ma vie, j'ai eu peur. C'était le titre d'un chapitre, mais je connais très bien ce que vous dites. Bien sûr. Mais comme les enfants qui ont vécu la guerre, parce que si j'ai bien compris, vous alliez chez cet oncle, donc vous étiez sans défense. Personne pouvait venir à votre secours quand il arrivait dans le. Non, et puis cet oncle était paraissait comme ça, très gentil, très doux. Mais très, oui, voilà. c'est bien tout ce que. Il y a eu des doutes quand même. Il y a des personnes qui ont eu des doutes. Après, voilà, mais ça s'est pas fait. Et la révélation, en plus, ça s'est fait plus tard. Il a avoué. D'ailleurs. Mais en fait, ce que j'aimerais revenir par rapport à ce qu'a dit Bruno, depuis 2024, moi je sais que j'ai la maladie de Parkinson parce qu'en fait j'ai mon cerveau a grillé en fait face à cette peur-là. En fait, j'ai un Parkinson émotionnel, mais parce que j'ai eu tellement peur qu'à l'intérieur de mon cerveau, ça n'a pas tenu. Ouais. Vous avez raison, bien sûr. Et justement, parce que
Je connais quelqu'un comme ça qui a la même chose que vous, et puis c'est très intéressant parce que c'est absolument lié à l'abus. Voilà encore une maladie dont ça fait déjà 2 cas que je connais où c'est lié à ça, et donc je pense qu'il y aurait un moyen. Vous pouvez continuer à travailler. Je suis sûr que vous pourriez vraiment améliorer ce Parkinson. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Parce que vous dites c'est un Parkinson émotionnel, donc ça veut dire que à ce moment-là, il y a des possibilités, je pense. Il faut en tout cas qu'on étudie les possibilités de guérison de ce genre de Parkinson. Merci en tout cas Aurélie, on est en fin d'émission, mais votre témoignage m'a touché et je vous en remercie et ça fait avancer. Un sujet difficile, malheureusement on continuera, Bruno Clavier, mais peut-être qu'à force, la société va un peu mieux prendre en charge toutes ces victimes. C'est cette émission-là qui est importante, parce que si on parle, il y a moins. Il y a vraiment moins si on parle, parce que si on parle, il y a déjà des victimes qui se manifestent, il y a déjà des personnes qui osent parler de tous les côtés, il faut parler de ça, donc cette émission est une émission de salut public, je veux pas... Mais grâce à vous. J'insiste, mais vraiment. Grâce à vous Bruno Clavier, merci beaucoup. Tout de suite vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir, et demain on sera avec Lucie Vincent, on va parler de l'amour et de la passion. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.